Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Bienvenue dans cette vidéo dédiée au dernier Conseil d'État russe du 20 décembre 2024. Vous découvrirez les discours de Vladimir Poutine sur les défis démographiques, ainsi que les interventions de M. Andrei Sergeyevitch Nikitin et d'Anton Olegovitch Kotiakov, ministre du Travail et de la Protection sociale. Ensemble, ils abordent des enjeux cruciaux pour l'avenir de la Russie, notamment la famille et les politiques sociales. Restez avec nous pour cette analyse essentielle et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, cliquez sur le bouton merci en bas de la vidéo ou sur le bouton rejoindre pour faire partie des supporters, des Excellence Club Members ou des Excellences Elite de la chaîne. Merci infiniment à tous. Allons-y. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Nous comprenons que ce sujet, celui du soutien et de la protection de la famille, de ses valeurs, de son prestige et de son statut, a un caractère indéniablement durable. Ces questions sont fondamentales pour résoudre les problèmes démographiques pour les générations à venir, en cherchant des réponses aux défis les plus complexes qui se posent dans ce domaine. La vocation de la famille et son sens fondamental résidant avant tout dans la continuation de la lignée, et donc dans l'augmentation du peuple multinational de la Russie. Et aujourd'hui, lors de la réunion du Conseil d'État, nous devons discuter de propositions concernant un soutien supplémentaire, plus efficace et plus concret aux familles. Cette année, beaucoup a été fait pour renforcer la place fondamentale et vitale de la famille dans la société russe, pour affirmer son statut moral élevé. Il est essentiel de continuer ce travail de préservation et de développement des traditions familiales, des valeurs, de la culture, de la maternité et de la paternité. Une attention particulière doit être portée aux familles nombreuses. Ces familles doivent devenir un exemple de succès et de reconnaissance publique. La famille, cela inclut les générations plus âgées, les jeunes parents et les enfants, doit occuper des positions de leadership, un rôle central dans notre politique étatique. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons résoudre avec succès les problèmes démographiques et créer les conditions dans lesquelles les parents voudront avoir le plus d'enfants possible. Je souligne que la part des familles avec 3 enfants et plus est en hausse. Ainsi, en 2018, elle était de 23,3% et l'année dernière, elle a dépassé les 30%. Toutefois, la tendance générale à la baisse de la natalité, à l'ajournement du mariage et de la naissance des enfants persiste. Et cette situation négative, nous devons la renverser. C'est l'objectif de nos nouveaux projets nationaux, famille, jeunesse et enfants, vie prolongée et active. Leurs réalisations commenceront l'année prochaine. Tous nos projets ambitieux doivent viser au bien-être des gens, à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie des familles russes. Et ce sont nos citoyens et leurs enfants qui devront les mettre en œuvre. Pour l'avenir prospère de la Russie, pour son développement, il doit y avoir bien plus de Russes parmi nous. Et il s'agit avant tout d'augmenter le nombre de familles nombreuses. Comme je l'ai déjà dit, une grande famille, dans laquelle grandissent de nombreux enfants, c'est l'image de l'avenir de la Russie. Maintenant, concernant la mise en œuvre des mesures définies dans le décret publié au début de cette année, pour résoudre les problèmes les plus urgents des familles nombreuses. Il s'agit de l'attribution prioritaire de places dans les crèches, de la fourniture gratuite de médicaments sur ordonnance pour les enfants de moins de 6 ans, de la fourniture de repas gratuits aux élèves des écoles et des établissements d'enseignement professionnel, ainsi que du transport scolaire gratuit et des uniformes sportifs. Il a également été proposé de définir les modalités de réduction des services de logement et de services communaux d'au moins 30% et de fournir une aide pour améliorer les conditions de logement. Tout cela relève de la compétence des sujets de la Fédération. Et ce n'est pas partout que ces mesures sont mises en œuvre de manière complète. Chers collègues, je vous prie de bien vouloir prêter attention à ces questions. Leur solution fait partie des priorités majeures de notre travail commun. Il est bien connu qu'élever 3, 4 ou plus d'enfants est un travail énorme. Et les mères héroïnes de Russie ont pleinement droit à un statut aussi élevé que les héros du travail. Cependant, leur soutien matériel n'est pas le même. Il faut éliminer cette différence, cette injustice et étendre à ces mères héroïnes de Russie tous les avantages sociaux, les réductions et les allocations prévues pour les héros du travail de Russie. Elles le méritent incontestablement. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que les problèmes des parents de familles nombreuses soient réduits autant que possible. Bien sûr, il existe encore certains problèmes. L'un d'entre eux concerne la sécurité sociale. Les soins aux enfants sont comptabilisés dans l'ancienneté de travail. Mais ce total ne peut pas dépasser 6 ans. De plus, aucun coefficient de pension n'est attribué à partir du 5e enfant. Ces restrictions sur les droits à la pension pour les parents de 5 enfants ou plus doivent indiscutablement être levées et les périodes de soins de chaque enfant jusqu'à l'âge de 1 an et demi doivent être prises en compte dans le calcul de la pension.
Je demande au gouvernement de prendre cette décision dès que possible. Chers collègues, nous faisons beaucoup pour soutenir les familles à faible revenu. Depuis l'année dernière, une prestation unique pour les enfants jusqu'à 17 ans est en place. Nous en avons également parlé avec mes collègues lors de la ligne directe d'hier avec les citoyens russes. Tatiana Alexeyevna estime que cette mesure est actuellement la plus efficace. Bien sûr, il ne faut pas oublier le capital maternité, qui est notre instrument exclusif de soutien à la famille. Mais cette mesure est globale et fonctionne assez efficacement. Je propose d'améliorer l'accessibilité du contrat social pour ces familles et de ne pas tenir compte de la prestation unique lors de son attribution. Les régions mettent également en place leurs propres mesures supplémentaires. Grâce à nos efforts conjoints, le nombre de familles qui, avec l'aide de l'État, ont pu surmonter des situations de vie difficiles est en augmentation. Nous continuerons à travailler dans cette direction. Je tiens à souligner une fois de plus qu'il nous faut répondre efficacement au défi démographique colossal. Nous devons élaborer de nouvelles mesures qui auront un impact réel sur l'augmentation de la natalité. Il est nécessaire d'encourager les parents à avoir 3, 4 enfants et plus dans la famille. Une des telles mesures est le capital maternité, dont il a été question récemment. À présent, alors que nous nous fixons des objectifs pour augmenter la natalité, nous devons continuer à l'améliorer. Il est nécessaire d'organiser le travail de manière à ce que toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu, ressentent la sollicitude et le soutien de l'État. Dans ce contexte, je propose de discuter des questions suivantes. Premièrement, il est nécessaire d'analyser de manière approfondie l'efficacité du projet pilote visant à augmenter la natalité. Ce projet est mis en œuvre dans les régions de Novgorod, Penza et Tambov et dure depuis 1 an. Le délai est court, mais il est important pour nous de comprendre les perspectives de ce projet. Je demande à ce qu'on nous fasse un rapport détaillé sur les mesures prises dans les régions et les résultats obtenus. Deuxièmement, il est nécessaire d'accroître la participation des entreprises et des employeurs à la résolution des problèmes démographiques du pays. Les entreprises responsables mènent déjà ce travail, en prenant soin de la santé de leurs employés, en tenant compte des membres de leur famille et en offrant des packages sociaux. Certaines entreprises vont même plus loin et versent à leurs employés un capital familial d'entreprise à la naissance d'un enfant. Cette approche véritablement mature et étatique doit être soutenue et encouragée. Aujourd'hui, cette aide ponctuelle de l'entreprise à son salarié est exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des cotisations sociales. Cependant, elle est limitée à 50 000 roubles. Je propose d'augmenter cette somme à 1 million de roubles, y compris lorsque ces fonds sont versés sous forme d'aide matérielle. De plus, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, ces dépenses des entreprises devraient être considérées comme économiquement justifiées. Bien entendu, en parallèle des paiements, il est nécessaire de mettre en place d'autres mesures de soutien. Cela inclut des jours de congés supplémentaires, des billets de vacances et diverses mesures d'encouragement pour les familles avec enfants. Il est bien connu que, dans certaines régions, ces approches des entreprises sont déjà devenues des pratiques courantes. Il est essentiel de les étendre activement. Je propose également de créer un classement de nos plus grandes entreprises, en fonction du nombre d'enfants de moins de 6 ans parmi leurs employés. Je considère que cela constitue un indicateur clé de leur participation à la résolution des problèmes démographiques. Troisièmement, lors de l'élaboration des projets nationaux, nous avons clairement convenu qu'ils devraient inclure, dans chacun d'eux, des mesures visant à améliorer la qualité de vie des familles ayant des enfants. Je sais que le gouvernement, en collaboration avec les commissions du Conseil d'État, a déjà mené ce travail. Il est nécessaire que, dès l'année prochaine, ces approches soient activement mises en œuvre. Cependant, il n'est pas encore certain que toutes les agences tiennent compte de ces mesures. Un exemple de cela est l'accessibilité des vols familiaux, dont nous avons également parlé hier lors de la ligne directe. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Je vais en dire quelques mots supplémentaires. La législation prévoit déjà une réduction de 50% sur les billets pour les enfants de moins de 19 ans. Mais cette règle est formulée de manière à permettre aux compagnies aériennes de la contourner facilement. En conséquence, pour les familles nombreuses, l'achat de billets est devenu un véritable problème. Et peu de familles peuvent se permettre de partir en vacances en avion, de se détendre ensemble à la mer ou dans d'autres endroits du pays. Je demande au gouvernement de résoudre ce problème, et je crois avoir déjà abordé cette question hier, avant le 14 janvier de l'année à venir. Je demande également aux régions de travailler avec nous sur les mesures concernant l'organisation des vacances pour les familles avec enfants, en particulier les familles nombreuses. Ensuite, un objectif clé est la préservation et le renforcement de la santé des adultes et des enfants de toutes les générations au sein de la famille. À cet égard, les programmes de prévention jouent un rôle crucial, notamment le diagnostic précoce et le traitement moderne des troubles liés à l'âge de procréation,
y compris, il faut le dire, chez les enfants, aussi bien les filles que les garçons. Ces questions seront bien entendu prises en charge par les établissements médico-professionnels. Mais les autorités, tant au niveau régional que fédéral, doivent maintenir un contrôle constant sur ces problèmes. Il s'agit des générations futures. Une autre direction est le soutien des aspirations des jeunes parents à avoir des enfants dès le plus jeune âge. Il est essentiel de soutenir ces aspirations. Nous avons discuté hier du fait que, en moyenne, une femme a son premier enfant à 28 à 29 ans. Et que se passe-t-il ensuite? Tout le monde sait ce qu'il en est. Ensuite, il est nécessaire de retourner au travail, d'obtenir une formation, des études supérieures, un emploi, etc. Et ensuite, plus de temps pour un second enfant. Il est crucial d'accorder une attention particulière aux futures mamans, aux étudiantes des universités, des écoles supérieures et des collèges. Il est impératif, comme mesure prioritaire, de porter leur congé de maternité au niveau du salaire minimum. Une autre mesure de soutien, également mentionnée lors de la ligne directe d'hier, que je considère importante. Hier, nous avons discuté des prêts hypothécaires avantageux et du logement. C'est une question clé pour les jeunes familles. L'analyse des informations reçues lors de la ligne directe d'hier montre que les gens sont très préoccupés par le prêt hypothécaire familial à taux réduit de 6%. Nous avons convenu avec le gouvernement de le maintenir sans exception. Le prêt hypothécaire familial à 6% doit rester en place. Mais je pense qu'il serait possible d'ajouter une autre innovation. Aujourd'hui, ce prêt hypothécaire familial ne s'applique qu'à l'achat de nouveaux logements. Il ne s'applique pas au marché secondaire. Et on comprend pourquoi. Nous partions du principe qu'il fallait soutenir immédiatement le secteur de la construction. C'est compréhensible. Je considère qu'il serait judicieux de permettre aux familles d'acheter des logements avec un taux réduit de 6% sur le marché secondaire. Mais convenons de ce que ce marché secondaire concerne les localités où pratiquement aucun logement neuf n'est construit. Je pense que cela ne pourra pas avoir d'impact négatif sur l'activité des entreprises de construction ni sur le secteur de la construction dans son ensemble. Je demande simplement au gouvernement d'examiner cette question. Il est également nécessaire de définir des critères clairs pour déterminer quelles sont les localités où la construction de nouveaux logements est faible ou quasiment inexistante. Ces critères doivent être clairs et compréhensibles, sans possibilité de manipulation. Ensuite, une autre décision très importante, qui n'est pas directement liée à notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est d'une grande importance pour le pays. L'année prochaine, nous célébrerons le 80e anniversaire de la Grande Victoire. À cette occasion, je propose de déclarer l'année 2025 comme l'année du défenseur de la patrie, en l'honneur de nos héros et des participants à l'opération militaire spéciale actuelle, et en mémoire des exploits de tous nos ancêtres qui ont combattu à différentes époques de l'histoire pour la patrie. Pour l'honneur de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères qui ont écrasé le nazisme. Commençons à travailler. Je vous en prie, Monsieur André Sergeyevitch Nikitine, à vous la parole. Je vous prie. Cher Vladimir Vladimirovitch, chers collègues, la Russie s'est fixé un objectif ambitieux pour augmenter la natalité. Et nous atteindrons sans aucun doute cet objectif, malgré les tendances mondiales. L'approche ici est unique, claire et compréhensible, et c'est vous qui l'avez définie, Vladimir Vladimirovitch. Il s'agit de faire des intérêts de la famille le point de repère pour chaque projet national et de revoir la manière dont nous abordons la politique familiale au niveau des valeurs. Avec la Commission et le ministère du Travail, dirigé par Alexei Gennadievitch Tumin, un travail a été effectué pour mettre en œuvre votre directive. Je dois admettre que ce travail n'a pas été facile, et je tiens à remercier nos collègues fédéraux pour leur collaboration. Dans la plupart des nouveaux projets nationaux, les intérêts des familles sont désormais pris en compte. Ce sont des projets tels que la famille, la main-d'œuvre, une vie active et prolongée, l'infrastructure de la vie, le tourisme et l'hospitalité, le bien-être écologique, un système de transport efficace, la jeunesse et les enfants, l'économie des données et la transformation numérique de l'État, une économie efficace et compétitive. Est-ce suffisant? Je suis certainement convaincu que nous pouvons faire plus. Je propose maintenant de mettre en œuvre les étapes que nous avons convenues, celles déjà intégrées dans les projets nationaux. Mais, sans aucun doute, nos familles proposeront d'autres idées, et sur cette base, nous prendrons des mesures supplémentaires pour intégrer une dimension plus familiale dans les projets nationaux. Je propose que cela soit fait au milieu de l'année prochaine, en collaboration avec le gouvernement et les autorités fédérales. Et ici, je vous demande, Vladimir Vladimirovitch, de donner l'instruction appropriée de revenir sur cette question et de peaufiner ces projets nationaux du point de vue de la centration sur la famille. Comme vous l'avez souligné, Vladimir Vladimirovitch, la résolution des problèmes démographiques est une tâche non seulement pour l'État, mais aussi, sans aucun doute, pour les entreprises. Dans la région de Novgorod,
À cet égard, nous voyons un énorme soutien de la part de nos entreprises. Nous avons élaboré et mis en place un standard de centration sur la famille. Il se compose de 4 blocs. Il s'agit de mesures de soutien aux employés ayant des familles, de la création de salles pour enfants, de l'accessibilité des organisations pour les familles avec enfants, de toilettes adaptées, de l'accès à l'eau potable, des rampes pour les poussettes, etc. Et un bloc très important, celui de la promotion des valeurs familiales traditionnelles et de la parentalité nombreuse dans les supports publicitaires des entreprises. 80% des grandes et moyennes entreprises de la région ont adopté cette norme. Plus de 10 entreprises systémiques ont terminé avec succès ce travail. Il ne s'agit, bien sûr, pas d'une nouveauté pour nous. De nombreuses régions du district fédéral central suivent déjà cette voie depuis longtemps. L'expérience de soutien aux familles a été généralisée au niveau régional par les collègues du ministère du Travail et a été approuvée sous forme de recommandations méthodologiques. Cela permettra de diffuser les meilleures pratiques à travers tout le pays. Et ici, je voudrais vous remercier pour la décision d'augmenter le capital familial d'entreprises exonérées d'impôts à 1 million de roubles. Ces mesures sont véritablement importantes. Je suis également convaincu que le travail de centration sur la famille devrait également inclure les grandes chaînes de distribution. Elles représentent la majorité des ventes, sont fréquentées par la grande majorité des habitants, et elles devraient aussi offrir des conditions adaptées aux petits-enfants et à leurs parents. Ici, les régions auront indéniablement besoin du soutien de nos collègues fédéraux, car toutes les entreprises ne travaillent pas encore dans ce domaine. Mais nous sommes convaincus qu'avec l'aide du ministère, nous y parviendrons. Je voudrais également faire un rapport sur les premiers résultats du projet pilote pour l'augmentation de la natalité. La durée est courte, la première année. Il est évident que les premiers résultats tangibles de notre travail, à savoir de nouvelles maisons, des terrains de jeu, des bus, des rénovations dans les centres de consultation pour femmes, n'ont été observés qu'à partir d'octobre de cette année, lorsque nous avons commencé à les introduire. Mais il y a déjà des retours positifs et des premiers résultats. Dans la région de Novgorod, l'accent principal a été mis sur l'amélioration de l'infrastructure de la vie. Ce qui est important, c'est que nous avons choisi 3 villes où les entreprises sont prêtes à offrir des salaires décents, afin que les gens aient une motivation à rester, travailler et vivre dans ces territoires. En novembre, et je remercie ici particulièrement l'Agence des initiatives stratégiques, nous avons mené une étude indépendante. Les gens ont nommé la construction de nouveaux logements, l'aménagement paysager, l'installation de terrains de sport et de jeux, et l'organisation d'événements culturels et de masse comme les priorités. Et maintenant, quelques chiffres. En 11 mois de 2024, dans les zones pilotes, la part des abandons d'avortement a presque doublé par rapport à l'année dernière. De plus en plus de familles nombreuses se forment. Si l'année dernière, dans les zones pilotes, il est né 220 enfants de 3e et plus, cette année, il y en a déjà 240, soit une augmentation de 10%. La part des naissances de 3e et suivants parmi l'ensemble des naissances a également augmenté et représente plus de 36%. Dans le district d'Aldaï, la natalité a augmenté de 3%. Dans les 2 autres districts, nous constatons une réduction presque de moitié du rythme de baisse de la natalité. Et je suis convaincu que nos collègues, comme dans le district d'Aldaï, obtiendront des résultats positifs. Une dynamique similaire est observée dans le nombre de femmes inscrites pour leur grossesse. Dans le district d'Aldaï, ce chiffre a augmenté de 16%, et dans les 2 autres districts, la baisse des inscriptions s'est fortement réduite. Nous sommes donc confiants qu'à partir de l'année prochaine, nous aurons des résultats positifs. Pour résumer, même ce premier projet pilote préliminaire est indéniablement un succès. Nous avons réussi, avec le soutien de nos collègues et sur vos instructions, Vladimir Vladimirovitch, à faire avancer la situation. Cela est confirmé par la sociologie. La majorité des résidents participant au projet sont satisfaits des changements et ne prévoient pas de déménager. Toutefois, la jeunesse, non mariée et sans enfants, demeure traditionnellement dans le groupe à risque d'attente d'immigration. Et avec eux, nous allons sans aucun doute travailler sur tous les aspects, tant du point de vue du soutien à la politique familiale que de celui du travail que nous menons dans le cadre du professionnalisme. Cher Vladimir Vladimirovitch, il existe évidemment des points de croissance où nous devons encore prendre les décisions appropriées. Et la plus importante, probablement, concerne le logement. Actuellement, il est avantageux pour les promoteurs de travailler uniquement dans les grandes villes, les grandes agglomérations et les centres régionaux. Il est nécessaire de mettre en place des instruments supplémentaires pour soutenir la construction dans les petites zones. Sinon, il nous sera très difficile de fournir des logements aux jeunes familles qui souhaitent vivre et travailler dans les petites villes. Et pour conclure mon rapport, j'ai une autre proposition. Les régions confrontées à la hiver démographique recevront des fonds supplémentaires du budget fédéral pour stimuler la natalité. Je vous remercie pour cette décision. En moyenne, cela représente environ 200 millions par an. C'est à peu près le coût de la rénovation d'une école ou d'une crèche.
Et bien que nous sachions que tous les budgets ont déjà été adoptés, je demanderai qu'à l'avenir, peut-être l'année prochaine ou en 2027, on envisage d'ajouter davantage à ce programme. Merci pour votre attention. Le rapport est terminé. Je vous remercie. Je passe la parole à Anton Olegovitch Kotiakov, ministre du Travail et de la Protection sociale. Merci. Cher Vladimir Vladimirovitch, permettez-moi de vous remercier pour avoir proclamé l'année 2024 comme année de la famille. Cette décision a permis de rassembler les efforts des institutions publiques, d'attirer l'attention des employeurs, de la communauté scientifique et des médias sur les questions de la politique démographique familiale. Durant cette année thématique, un grand travail a été accompli pour élaborer un plan d'action commun, créer des conditions pour augmenter la natalité et soutenir les familles nombreuses. Nous avons notamment organisé 8 forums démographiques avec les sujets fédéraux de toute la Russie. Nous avons invité des démographes, des députés, des organisations publiques et bien sûr, des familles nombreuses. Tout cela a permis de formuler une stratégie d'action pour le développement et la mise en œuvre de la politique démographique familiale et le soutien à la parentalité nombreuse jusqu'en 2036. Lors de l'élaboration de cette stratégie, nous avons adopté l'approche un enfant supplémentaire dans chaque famille et, en collaboration avec la Commission du Conseil d'État, avons créé un nouveau projet national « Famille » en tenant compte des facteurs influençant la décision d'avoir un enfant. Ce projet national regroupe des mesures pour soutenir les familles jeunes, nombreuses, les générations plus âgées, le développement de la santé infantile, le renforcement de la santé reproductive, l'infrastructure culturelle et la promotion des valeurs familiales. De plus, comme l'a déjà mentionné Andrei Sergeyevitch, la Commission du Conseil d'État a assuré le principe de la centration familiale dans les nouveaux projets nationaux, non seulement dans le cadre du projet « Famille », mais aussi dans celui des autres projets nationaux, et ce travail commun se poursuivra. Dans la création de conditions favorables aux familles, nous avons agi sur un large éventail de domaines. Sur vos instructions, depuis 2023, un système cohérent de soutien aux familles avec enfants a été déployé et une allocation unique a été introduite. Aujourd'hui, chaque troisième enfant de notre pays bénéficie de cette aide. À partir du 1er janvier 2025, en raison de l'augmentation du seuil de pauvreté, cette allocation augmentera de 14,8%. Le montant moyen de l'allocation maximale sera de plus de 17 000 roubles par mois pour un enfant. À partir de l'année prochaine, les familles pourront recevoir cette aide sans avoir besoin de fournir une nouvelle évaluation de leurs besoins, c'est-à-dire lors de la naissance du deuxième, troisième et des enfants suivants. Dans le cadre du paquet fiscal, une autre décision a été prise, celle du remboursement fiscal pour les familles. À partir de 2026, les parents de 2 enfants ou plus, dont le revenu est inférieur à 1,5 fois le seuil de pauvreté par personne, pourront récupérer une partie des impôts sur le revenu payé l'année précédente. Pour ces familles, l'impôt sera recalculé au taux de 6% et la différence sera remboursée par un paiement unique. De plus, la demande pour obtenir cette aide pourra être faite sans fournir de documents supplémentaires. Nous prévoyons que près de 11 millions d'enfants bénéficieront de cette aide. Toutes ces décisions feront partie du projet national « Famille » qui démarrera le 1er janvier 2025. Une question séparée concerne la préservation des revenus des parents travailleurs pendant la naissance et l'éducation de leurs enfants. Le travail continuera de manière systématique pour augmenter les indemnités d'assurance correspondantes. Cette année, le montant maximal des indemnités de maternité s'élèvera à 562 000 roubles et l'année prochaine, il augmentera déjà à 794 000 roubles. Le montant maximal des allocations pour la garde d'enfants jusqu'à 1 an et demi est aujourd'hui de 49 000 roubles et à partir de 2025, il augmentera à près de 69 000 roubles par mois. Par ailleurs, ces allocations peuvent désormais être reçues même si la maman ou le papa reprend son travail avant la fin de la période prévue, si le papa est en congé de paternité. Bien sûr, la famille, ce n'est pas seulement les parents et les enfants, c'est aussi notre génération plus âgée, nos parents, nos grands-parents. Et merci, cher Vladimir Vladimirovitch, pour la décision de réintroduire l'indexation des pensions pour les retraités actifs. À partir du 1er janvier, cette indexation sera accordée à la fois aux retraités actifs et aux retraités inactifs. Et dans le cadre du projet national « Famille », nous prolongeons les programmes de « Vie active et longue » pour les personnes âgées, ainsi que le développement du système de soins de longue durée. Les décisions démographiques les plus importantes concernent les mesures visant à améliorer les conditions de logement. Sur vos instructions, Vladimir Vladimirovitch, un projet de loi concernant la prolongation du programme de capital maternité jusqu'en 2030 a été élaboré et soumis à la Douma d'État. Pour cette même période, des paiements de 450 000 roubles pour la naissance d'un troisième enfant ont également été définis,
ainsi qu'une décision concernant l'hypothèque familiale. Je souligne que les prêts à taux réduits ont déjà permis à 1,3 million de nos citoyens d'améliorer leurs conditions de logement, et toutes ces mesures dont je viens de parler font également partie du projet national « Famille ». Une attention particulière est accordée aux familles nombreuses. Le jour de l'ouverture de l'année de la famille, un décret sur le soutien social aux familles nombreuses a été signé. Dans ce cadre, des normes ont été adoptées dans les régions pour assurer un soutien aux familles nombreuses. De plus, dans 39 sujets de la Fédération de Russie, l'aide est désormais fournie sans critère de besoin. Il a été officiellement décidé de donner la priorité à la possibilité de conclure un contrat social pour les familles nombreuses. Dans l'ensemble, je voudrais souligner le rôle important des régions dans la création de conditions favorables aux familles avec enfants. Actuellement, les sujets de la Fédération mettent en œuvre des programmes d'augmentation de la natalité, et ces programmes regroupent à ce jour plus de 3500 mesures différentes. À partir de 2025, un soutien supplémentaire est prévu pour 41 régions où la natalité a été inférieure à la moyenne nationale. Pour ces régions, un ensemble de solutions les plus efficaces a été formulé, auxquelles les fonds peuvent être alloués. Les régions choisissent elles-mêmes les mesures les plus pertinentes pour leur territoire spécifique, et nous considérons qu'elles peuvent être divisées en 3 blocs. Le premier bloc concerne le développement des infrastructures et des services. Parmi les mesures de ce bloc, on peut citer l'ouverture de points de location pour les articles de première nécessité pour les nouveau-nés, l'organisation de soins à court terme pour les enfants jusqu'à 3 ans dans des établissements de services sociaux et à domicile, la création de chambres pour mères et enfants dans les universités, ainsi que la compensation d'au moins 50% du coût de l'enseignement dans les écoles et universités pour les enfants de familles nombreuses. Les 41 régions prévoient aujourd'hui de mettre en œuvre ces mesures dans le cadre de leur programme. Le deuxième bloc concerne les indemnités de grossesse et de naissance. Je vais maintenant souligner quelques mesures importantes dans ce bloc. Il s'agit de l'octroi de 300 000 roubles pour la naissance d'un 3e enfant ou d'enfant suivant dans une famille jeune, ainsi que d'un paiement unique de 100 000 roubles pour les étudiantes inscrites pour grossesse. Ces allocations sont prévues dans 39 régions, parmi lesquelles Saint-Pétersbourg, la République de Mordovie, les régions de Volgograd, Moscou, Ryazan et Rostov. Le troisième bloc de mesures concerne l'amélioration des conditions de logement. Nous proposons des mesures telles que la compensation d'au moins la moitié du coût de la location d'un logement lors de la naissance d'un enfant jusqu'à 3 ans, la prise en charge d'au moins 75% du loyer lors de la naissance d'un second enfant ou d'enfant suivant, ainsi qu'une augmentation de l'allocation de remboursement hypothécaire à 1 million de roubles lors de la naissance d'un 3e enfant ou d'enfant suivant. Ces mesures sont prévues dans 20 régions, dont la République d'Adyguée, le Kraï de l'Altaï, les régions de Novgorod et de Smolensk. Cependant, les mesures de soutien financier ne sont efficaces que lorsque le désir de fonder une famille et de mettre au monde des enfants est présent, et c'est pourquoi une attention particulière est accordée aux valeurs familiales. Actuellement, plus de la moitié des familles russes élèvent un seul enfant. Il est important que les familles nombreuses deviennent un modèle soutenu par la publicité, la culture et les médias. Beaucoup a été fait dans le cadre de l'année de la famille pour promouvoir l'image de la famille nombreuse heureuse. Avec la participation active de l'ANO des priorités nationales, des chefs de région, la campagne de communication, nous avons de la place pour grandir, a couvert tous les sujets de la Fédération de Russie. Les familles Année de la famille sont devenues des gagnantes du concours Famille de l'année. Les participants à ce concours sont des familles. La portée de cette campagne atteint 3,5 milliards de contacts. L'année dernière, plus de 700 000 publications ont été diffusées dans les médias et près de 5,5 millions de contenus sur les réseaux sociaux ont été publiés sur des thèmes familiaux. Cependant, aujourd'hui, dans la publicité, lorsque la famille est montrée, il y a de fortes chances qu'elle n'ait qu'un seul enfant. Seuls 9% des publicités présentent des familles nombreuses. Il est important que non seulement les ressources d'information de l'État, mais aussi les campagnes publicitaires, les entreprises et les organisations promeuvent l'image de la famille nombreuse, de la famille intergénérationnelle. Une autre composante du travail sur les valeurs est l'agenda événementiel. Pendant l'année de la famille, une attention particulière a été accordée à l'organisation de moments passés ensemble par nos familles nombreuses et intergénérationnelles. En tout, plus de 70 000 événements différents ont eu lieu au cours de l'année, réunissant plus de 60 millions de personnes. Selon les données du FTIOM, l'année de la famille est devenue l'année thématique la plus reconnue de l'histoire de ces événements. La reconnaissance a dépassé les 62%. Un événement marquant de l'année a été le grand week-end familial. Je suis convaincu que la pratique de tels programmes orientés sur la famille deviendra une bonne tradition et se poursuivra dans les années à venir. Pendant la campagne estivale de santé, plus d'1 million d'enfants ont participé à 12 000 sessions thématiques dédiées à l'année de la famille. Un grand apport à l'organisation des événements familiaux a été réalisé par les établissements culturels, les institutions sportives, bien sûr, par les enseignants des écoles, des collèges, des universités et des établissements d'enseignement supplémentaires.
Le fonds de soutien aux initiatives culturelles, le fonds de soutien aux subventions présidentielles ont grandement contribué au soutien des projets familiaux. L'année de la famille touche à sa fin. Pendant cette période, nous avons progressé sur un large éventail de questions et avons réussi à maintenir des tendances positives concernant la croissance du nombre de familles nombreuses. Mais nous devons encore atteindre un tournant démographique, augmenter le taux de fécondité globale. Et pour cela, il est nécessaire de concentrer nos efforts sur 3 directions principales que nous avons identifiées. Il s'agit de poursuivre une politique cohérente visant à éliminer la précarité matérielle des familles lors de la naissance d'un enfant, en particulier pour les jeunes et les familles nombreuses, de mettre en place des mesures de soutien afin d'accroître leur influence sur la possibilité de décider d'avoir un autre enfant, en mettant un accent particulier sur les secondes et troisièmes naissances, et de développer le soutien au logement des familles, ainsi que l'infrastructure familiale, en particulier dans les zones rurales. Nous mettrons en œuvre les mesures correspondantes dans le cadre du projet national « Famille » et les intégrerons dans le plan des actions pour la mise en œuvre de la stratégie de la politique démographique familiale. Monsieur le Président, merci pour votre attention. Соответствующие шаги будем реализовывать в рамках национального проекта «Семья», а также предусмотрим в плане мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за внимание. Conclusion du Conseil par Poutine. Merci. Alors, collègues, y a-t-il quelque chose d'autre? Non. Suffisant. Vous savez, je voudrais dire une dernière chose. Mes collègues de la Douma ont parlé du fait qu'une guerre a été déclarée au monde russe, et c'est vrai. Ils ont aussi mentionné que le coefficient de natalité de 1,6% est insuffisant, car cela signifie la disparition. La reproduction simple, c'est 2,1%, et la reproduction élargie, c'est 2,3%. Il faut viser cela. C'est juste, j'en ai parlé hier. En Union soviétique, c'était 2%. Mais même cela ne suffisait pas. D'ailleurs, je pense que ces 2% en Union soviétique provenaient des républiques qui ne font plus partie de la Fédération de Russie aujourd'hui. Il faudrait vérifier, mais je suis presque sûr que c'est le cas. Maintenant, en ce qui concerne les prévisions et les calculs de Mendeleïev sur le fait qu'il y aurait 600 millions de personnes en Russie, il est probable que cela se serait réalisé. Si pendant la Première Guerre mondiale, la situation politique interne et l'armée n'avaient pas été déstabilisées, si l'on ne s'était pas proclamé eux-mêmes, de manière unilatérale, comme un pays perdant, puis si la guerre civile, qui a coûté, si je me souviens bien, près de 10 millions de personnes, n'avait pas suivi. Probablement, cela aurait été plus que les pertes pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, la Grande Guerre patriotique, et après cela, la situation politique interne a encore été déstabilisée. Tout d'abord, pendant la Grande Guerre patriotique, il y a eu une chute de la natalité en 43 à 44. Puis, la situation politique interne a de nouveau été secouée, l'Union soviétique a été dissoute et encore un échec démographique. Parce qu'au niveau de la planification, l'individu moyen n'avait plus de visibilité. Le citoyen moyen ne savait pas ce qu'il adviendrait demain. Alors comment planifier une famille? Et une fois de plus, il y a eu un échec, comme pendant la Grande Guerre patriotique en 43 à 44. Et bien sûr, tout ce dont Tatiana Alexeyevna et mes autres collègues ont parlé, tout ce qui a été évoqué, c'est très important. Le soutien matériel, la santé, le logement, j'en ai moi-même parlé, tout doit être fait. Comme il faut aussi s'occuper de ce qu'a mentionné mon collègue concernant les jouets, les contenus, les jeux, c'est tout à fait vrai, il faut y prêter attention. Et je demanderai avant tout aux députés de la Douma de réfléchir, d'analyser et de formuler des propositions, puis de prendre les décisions correspondantes avec le gouvernement. Mais en parlant seulement du soutien matériel aux familles, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Eh bien, dans les pays de l'Union européenne ou en Asie, dans des pays plutôt prospères, la situation n'est pas seulement comme la nôtre, mais pire dans de nombreux pays. Prenons la Finlande, par exemple, le coefficient de natalité y est inférieur à celui de la Russie. En Espagne, je crois, c'est pareil. Au Japon, c'est inférieur. En Corée du Sud, c'est même 0,7. C'est de la véritable extinction. Et si nous analysons ce qui se fait dans ces pays en termes de soutien aux familles, nous découvrirons qu'ils font probablement autant. Je n'ai pas vérifié précisément, mais je suis sûr qu'ils font au moins autant. Et en plus, le revenu par habitant y est plus élevé. Que se passe-t-il en Russie? Eh bien, la natalité la plus élevée se trouve en Tchétchénie et en Touva. Je viens de demander à mes collègues assis à ma gauche et à ma droite de me donner des informations sur le revenu par habitant. Au troisième trimestre de cette année, le revenu par habitant en Tchétchénie était de 49 936 roubles. En Touva, il était de 32 148 roubles. Le revenu moyen par habitant en Russie est de 61 197 roubles. Vous sentez la différence, n'est-ce pas? 61 197 roubles en moyenne pour le pays et 32 000 en Touva. Si on prend Moscou et Saint-Pétersbourg, le revenu par habitant y est encore plus élevé, beaucoup plus élevé,
mais la natalité y est beaucoup plus faible qu'en Touva ou en Tchétchénie. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce que dans le Caucase, et en particulier en Tchétchénie et en Touva, on peut avoir toutes sortes d'opinions sur les questions de tribalisme, de clanique, peu importe, mais l'institution de la famille est solide. On peut avoir toutes sortes d'opinions sur les coutumes de certains peuples, même ceux qui font partie de la Fédération de Russie, mais cette institution reste traditionnellement forte. Même dans les années les plus difficiles, pendant les événements difficiles dans le Caucase, les gens n'ont pas été abandonnés. Les parents soutiennent toujours les membres de la famille, ils ne les laissent pas tomber. Vous savez, ici, nous sommes tous réunis, et c'est ce qu'on pourrait appeler le gouvernement élargi de la Russie. Nous devons comprendre la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays en raison des problèmes démographiques. Et ce n'est pas un hasard si, hier, lors de la ligne directe, en m'adressant presque à tous les collègues ici présents, j'ai dit qu'il faut commencer et terminer chaque journée de travail en abordant précisément ce sujet. Je vous parle sans aucune ironie. Il faut prendre exemple sur ces territoires où le taux de natalité est élevé. Regardez pourquoi cela se passe ainsi. Beaucoup dépend de notre attitude envers l'institution familiale, du soutien à la famille et de la manière dont nous considérons les gens. Il va sans dire que sans un soutien matériel dans le monde moderne, il est difficile de faire beaucoup. Mais je répète encore une fois, l'Europe et les pays asiatiques dont je parlais, ce sont des sociétés modernes, post-industrielles. Et eux aussi font beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. Et vous savez, un de mes anciens ambassadeurs au Japon me racontait, lorsque j'étais là-bas, nous roulions en voiture et je lui ai demandé, « Écoute, pourquoi la situation avec la natalité est-elle ainsi ici ?» Il m'a répondu, « Vous savez, c'est simple, il y a un chiffre que je ne me souviens plus, mais les jeunes de moins de 30 à 35 ans, selon les enquêtes, ne veulent pas avoir d'amis. » Voilà d'où vient la natalité. C'était l'exemple d'un de mes anciens collègues. Nous étions assis avec lui, buvant du saké, et il a dit, « Peut-être que notre sperme est différent. » Mais pourquoi parler de sperme? Dans le monde entier, c'est à peu près le même. Ce n'est pas là le problème. Le problème réside dans l'état de la société. C'est pourquoi les jouets et les jeux sont importants pour les enfants. L'attitude de la société, cela dépend de nous. Il s'agit de l'état moral de la société, de l'unité de la société, pour que nous ne laissions pas se produire ce qui est arrivé pendant la Première Guerre mondiale. Une déstabilisation interne, l'effondrement de l'armée, juste avant la dissolution de l'Union soviétique. Malgré toutes les difficultés, nous n'avons pas pu éviter la déstabilisation interne et la perte de l'État. Tout cela est d'une importance capitale. Tout cela ensemble, les valeurs familiales en particulier, car tout cela va de pair. Si quelque chose se brise, tout s'effondre. L'Union soviétique s'est effondrée, et voilà le résultat. La chute de la natalité est aussi marquée qu'en 43 à 44. Il faut vraiment porter une attention particulière à tout cela, à notre histoire, à nos traditions et aux valeurs familiales. Ce ne sont donc pas des mots vides. Si nous y pensons, si nous agissons sur ce sujet comme une question de première importance pour l'État, alors nous verrons des résultats. C'est exactement ce à quoi je veux vous appeler. Et bien sûr, je vous souhaite à tous une bonne année. Je tiens à remercier le gouvernement, la direction de la Douma d'État, le Conseil de la Fédération, tous les sénateurs et députés, les chefs des sujets de la Fédération, les équipes régionales, les autorités exécutives et législatives pour leur travail fructueux et leur coopération. Dans l'ensemble, on peut dire que ce travail a vraiment été productif, comme en témoignent les résultats dont j'ai parlé hier et qui existent réellement. Je suis convaincu qu'avec le même esprit d'entreprise, nous continuerons à travailler aussi efficacement. Pour la Russie, pour nos citoyens. Merci de votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur. Les extraits des échanges lors du Conseil d'État que nous venons de suivre comportent plusieurs leçons précieuses qui peuvent être appliquées à la vie personnelle et professionnelle pour aller d'excellence en excellence. Voici quelques enseignements clés à en tirer. 1. L'importance de l'engagement à long terme. Dans les discussions sur les défis démographiques, il a été souligné que des actions de long terme sont nécessaires pour résoudre les problèmes actuels. Cela montre qu'en entreprise ou dans la vie personnelle, il est crucial de ne pas se concentrer uniquement sur les résultats immédiats, mais de s'engager dans des projets durables, qu'il s'agisse de la gestion d'une équipe, de la planification financière ou de l'éducation. L'excellence réside dans la persévérance et la vision à long terme. Application personnelle et professionnelle. Planifier et investir dans des projets à long terme, maintenir une discipline constante et être patient face aux résultats. 2. L'importance des valeurs fondamentales.
L'accent mis sur les valeurs familiales et sociales démontre l'importance des principes fondamentaux dans toute action ou décision. Cela nous rappelle que l'excellence personnelle et professionnelle découle aussi de notre alignement avec nos valeurs personnelles. L'intégrité, le respect des autres et la responsabilité sont des pierres angulaires qui guident les décisions. Application personnelle et professionnelle. Savoir ce qui est important pour soi et s'assurer que chaque action et décision est en cohérence avec ses valeurs fondamentales. Cela renforce la motivation et l'engagement. 3. L'unité et la coopération. Un autre enseignement clé est l'importance de l'unité et de la coopération, que ce soit au sein de l'État ou des familles. En milieu professionnel, l'excellence n'est jamais le fruit d'un travail solitaire, mais du travail d'équipe. L'unité au sein d'une équipe, d'une organisation ou d'une communauté est essentielle pour atteindre des objectifs communs et pour surmonter des défis complexes. Application personnelle et professionnelle. Favoriser la collaboration, encourager la synergie au sein des équipes et soutenir les autres pour des objectifs communs. 4. L'adaptabilité et la flexibilité face aux défis. La reconnaissance des événements historiques ayant perturbé la stabilité démographique en Russie souligne l'importance de l'adaptabilité. Dans la vie professionnelle, il est tout aussi important de savoir s'adapter aux changements, de se remettre en question face à des obstacles et de rechercher des solutions créatives en période de crise. Application personnelle et professionnelle. Cultiver la capacité à s'adapter rapidement, à résoudre les problèmes de manière créative et à apprendre de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. 5. La responsabilisation individuelle et collective. L'accent mis sur le rôle des individus dans le succès des actions gouvernementales rappelle que chaque personne a une responsabilité, qu'il s'agisse d'un citoyen ou d'un membre d'une organisation. Dans un environnement professionnel, l'excellence implique non seulement la responsabilisation individuelle, mais aussi la responsabilité collective pour atteindre des objectifs communs. Application personnelle et professionnelle. Prendre des initiatives et assumer ses responsabilités, tout en encourageant les autres à faire de même dans un cadre de collaboration. 6. La reconnaissance et la gratitude. L'expression de gratitude à la fin de l'intervention, remerciement pour la collaboration et les efforts collectifs, démontre qu'il est important de reconnaître les efforts des autres. L'excellence ne peut être atteinte sans reconnaissance des contributions et des efforts de chacun. Application personnelle et professionnelle. Célébrer les réussites, exprimer de la gratitude envers les autres et encourager un environnement de soutien mutuel. 7. L'importance de l'éducation continue et de l'apprentissage. Le dialogue sur les enjeux démographiques et les valeurs familiales met en lumière la nécessité d'une éducation continue pour aborder de manière efficace des problèmes complexes. Dans la vie professionnelle, l'excellence vient de la volonté d'apprendre, de s'adapter aux nouvelles connaissances et aux évolutions technologiques. Application personnelle et professionnelle. Ne jamais cesser d'apprendre et d'évoluer. Investir dans l'éducation personnelle et professionnelle pour rester compétitif et pertinent. En conclusion, les échanges du Conseil d'État offrent plusieurs leçons fondamentales sur l'importance de l'engagement, des valeurs, de la coopération, de l'adaptabilité et de la responsabilité pour atteindre l'excellence. Ces principes sont applicables à la fois dans la vie personnelle et professionnelle pour améliorer constamment son impact et contribuer de manière significative à des objectifs à long terme. Comment pensez-vous que les valeurs familiales et la coopération peuvent influencer la réussite professionnelle et personnelle dans un monde en constante évolution? Quelles actions concrètes, selon vous, devraient être entreprises, tant au niveau personnel qu'institutionnel, pour encourager un avenir démographique plus stable et prospère? Je vous invite à partager vos avis en commentaire. Vos perspectives sont précieuses et peuvent enrichir cette discussion importante. Merci d'avance pour votre participation et vos réflexions. À très bientôt.